Actuellement, des milliards de dollars sont engloutis dans les factures de chauffage chaque hiver, tandis que des conducteurs thermiques parfaits traînent dans les bacs de recyclage en attendant d'être broyés. Les canettes en aluminium, le même matériau que les ingénieurs prisent pour le transfert de chaleur, sont jetées à la tonne. Dans les années 1970, cette technologie était sur le point de se généraliser jusqu'à ce que les intérêts pétroliers l'enterrent discrètement. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment construire un système de chauffage qui ne coûte presque rien et réduit vos factures de façon permanente. L'histoire commence non pas dans un laboratoire moderne, mais en 1767 à Genève. Un scientifique suisse nommé Horace de Saussure a construit ce qu'il appelait une boîte chaude, de simples récipients en bois doublés de liège et recouverts de verre, rien de plus. Il les a placés au soleil des Alpes et a regardé les thermomètres grimper, 230 degrés Fahrenheit, 110 degrés Celsius, assez chaud pour cuire des aliments, assez chaud pour tout changer. De Saussure avait découvert que la lumière du soleil piégé se convertit en énergie thermique grâce à ce que nous appelons aujourd'hui l'effet de serre. Des scientifiques à travers l'Europe ont reproduit ces résultats pendant des décennies. La physique était prouvée. Les applications étaient évidentes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette connaissance mettrait 2 siècles à atteindre votre bac de recyclage. En 1891, un inventeur américain nommé Clarence Kemp avait déposé un brevet pour quelque chose de révolutionnaire, le chauffe-eau solaire Climax. Des réservoirs peints en noir dans des boîtes recouvertes de verre montées sur les toits du sud de la Californie. Pas d'électricité, pas de carburant, juste le soleil et une ingénierie intelligente. En 1897, près d'un tiers de toutes les maisons de Pasadena, en Californie, chauffaient leur eau avec le soleil. En 1909, William Bailey a amélioré la conception avec un système de thermosiphon. L'eau chaude montait naturellement vers des réservoirs de stockage isolés. L'eau froide redescendait pour être réchauffée. Le système fonctionnait jour après jour sans aucun coût d'exploitation. En 1941, plus de 50 000 foyers, rien qu'en Floride, fonctionnaient à l'énergie solaire thermique. Les familles de Miami et Tampa jouissaient d'eau chaude et d'un chauffage d'appoint sans rien payer aux compagnies d'électricité. Ce n'était pas une technologie expérimentale. C'était une infrastructure prouvée au service de dizaines de milliers de ménages américains. Puis l'effacement a commencé. Après la Seconde Guerre mondiale, les pipelines de gaz naturel se sont répandus à travers le pays. Les compagnies pétrolières, débordantes de profits de guerre, ont fait pression agressivement sur les législatures d'État. Les codes du bâtiment ont été réécrits autour des exigences de chauffage par combustion. Soudain, les maisons avaient besoin de conduites de gaz, de salles de chaudière et de systèmes de ventilation que seuls des entrepreneurs agréés pouvaient installer. La recherche solaire thermique a perdu son financement. Des brevets ont été achetés et mis sous clé. L'industrie des chauffe-eau solaires en Floride s'est effondrée en une décennie alors que le gaz naturel, artificiellement bon marché, inondait le marché. Toute une génération a grandi sans jamais savoir ce que leurs grands-parents avaient construit sur leur propre toit. La connaissance n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle menaçait les mauvais bilans. Mais la physique n'a jamais changé. Et en 1973, l'embargo pétrolier arabe a créé des pénuries de carburant de chauffage qui ont forcé les Américains à se souvenir. Les files d'attente s'étiraient autour des stations-service. Les thermostats sont tombés à 55 degrés Fahrenheit, 12,8 degrés Celsius, dans les maisons du Nord-Est. Les familles du Minnesota et du Michigan ont fait face à l'hiver avec des approvisionnements en carburant incertains. Et dans les garages et ateliers à travers le pays, des inventeurs amateurs ont commencé à expérimenter les chauffe-air solaires. Ils ont tout essayé. Tôles, tuyaux en cuivre, vieux radiateurs peints en noir. Mais une conception a émergé qui utilisait des matériaux que tout le monde avait déjà, les canettes de boissons en aluminium.
La géométrie était parfaite, des cylindres creux qui canalisaient l'air naturellement. Les propriétés thermiques étaient idéales. L'aluminium conduit la chaleur 5 fois mieux que l'acier, et l'approvisionnement était infini. Chaque foyer générait des dizaines de canettes vides chaque semaine. Mother Earth News a publié des plans de construction en 1977. Des dizaines de milliers de lecteurs ont construit des chauffe-eau solaires à canettes cet hiver-là. Des rapports ont afflué du Vermont au Colorado. Des augmentations de température de 30 à 40 degrés Fahrenheit, 16,7 à 22,2 degrés Celsius, dans l'air de sortie. Les pièces se sont réchauffées sensiblement les jours d'hiver ensoleillés. Zéro électricité requise. Le principe du thermosiphon que William Bailey avait breveté en 1909 fonctionnait aussi bien avec des canettes de bière qu'avec des tuyaux en cuivre. Les gens ont découvert qu'ils pouvaient chauffer leur maison avec des matériaux destinés aux décharges. Les implications étaient stupéfiantes pour quiconque y prêtait attention. La science moderne a validé ce que ces pionniers des années 1970 avaient découvert. En 2019, des chercheurs de l'Université de l'Alberta au Canada ont mené des tests rigoureux de chauffe-eau à canettes, faits maison dans des conditions hivernales réelles. À 15 degrés C, avec de la neige au sol, leurs panneaux d'essai ont atteint des augmentations de température constantes de 20 degrés C dans l'air de sortie. Les panneaux ont produit environ 1000 BTU par heure pendant le pic d'ensoleillement. C'est une chaleur mesurable et significative, extraite de déchets recyclés. Le National Renewable Energy Laboratory a documenté que les surfaces de couleur sombre absorbent environ 95% du rayonnement solaire incident. La peinture noire mate sur l'aluminium atteint exactement ce taux d'absorption. Les chauffe-air solaires commerciaux vendus entre 2000 et 4000 dollars reposent sur la même physique exacte. Les seules différences sont le marketing et l'approbation du code du bâtiment. L'aluminium d'une canette de Coca-Cola conduit la chaleur à 250 kW par mètre Kelvin. Ce n'est pas une estimation approximative. C'est une propriété physique mesurée qui ne change pas. Que l'aluminium se trouve dans un laboratoire d'ingénierie ou dans votre bac de recyclage. Alors, comment un mur de canettes vides chauffe-t-il réellement votre maison? La réponse réside dans un phénomène si simple que les compagnies pétrolières n'ont pas pu le breveter. L'air chaud monte, l'air froid descend. C'est le principe du thermosiphon, et il ne nécessite ni électricité, ni pompe, ni pièce mobile. Imaginez une colonne verticale de canettes en aluminium dont les dessus et les dessous ont été retirés. L'air entre par le bas de la colonne. La lumière du soleil traverse le vitrage et frappe les canettes peintes en noir. L'aluminium absorbe cette énergie solaire et la convertit en chaleur. L'air à l'intérieur des canettes se réchauffe rapidement. L'air chaud est moins dense que l'air froid. Il monte donc à travers la colonne de canettes et sort par le haut. Cet air chaud montant crée une pression négative au bas du collecteur, ce qui attire plus d'air froid de la pièce. Le cycle continue automatiquement tant que le soleil brille. Des débits de 50 à 150 pieds cubes par minute, 1,4 à 4,2 mètres cubes par minute, se produisent passivement sans aucune consommation d'énergie. Pas d'interrupteur à actionner, pas de bouton à presser. Le soleil fait le travail pendant que vous vaquez à vos occupations. Le vitrage crée ce que de Saussure a découvert en 1767. Le rayonnement solaire à ondes courtes traverse facilement le verre. Lorsqu'il frappe les canettes noires, il se convertit en énergie thermique à ondes longues. Le rayonnement à ondes longues ne peut pas traverser le verre aussi facilement. La chaleur est piégée. Les températures intérieures à l'intérieur d'un collecteur correctement construit atteignent 150 degrés à 180 de Fahrenheit, 65 à 82 degrés Celsius, les jours d'hiver ensoleillés. Un isolant derrière les canettes empêche cette chaleur de s'échapper à travers votre mur. Au lieu de cela, elle circule dans votre espace de vie, transportée par le courant d'air convectif. Les chiffres racontent clairement l'histoire.
Un panneau standard de 4 pieds par 8 pieds, 1,2 lads par 2,4, contient environ 240 canettes en aluminium disposées en colonnes. Chaque colonne contient 8 à 10 canettes, selon la profondeur du cadre. Ce seul panneau produit plus de 1000 BTU par heure pendant le pic d'ensoleillement. 4 panneaux montés sur un mur orienté au sud peuvent compléter le chauffage d'une maison de 1000 pieds carrés, 93 mètres 3. Les coûts des matériaux, en utilisant du bois de récupération et des canettes recyclées, varient de 50 à 100 $. L'équivalent commercial coûte entre 2000 et 4000 $ et utilise exactement la même physique. Horace Bénédicte de Saussure a construit la première boîte chaude à Genève en 1767. Il a construit 3 boîtes en verre emboîtées, chacune plus petite que la précédente, peinte en noir à l'intérieur. Il l'a laissée au soleil des Alpes et a observé l'intérieur monter à 230 degrés Fahrenheit, 110 degrés Celsius. C'était assez chaud pour cuire des fruits, et c'était suffisant pour prouver un point qui prendrait 2 siècles et demi à être entièrement supprimé. La physique n'a pas changé depuis lors. La lumière du soleil traverse le verre, frappe une surface sombre, se convertit en chaleur et est piégée. Vos arrière-grands-parents en Floride et en Californie utilisaient ce principe avant que les lobbyistes pétroliers ne les fassent de la culture du bâtiment. La technologie n'a pas disparu parce qu'elle a cessé de fonctionner. Vous êtes passé devant votre bac de recyclage 100 fois sans voir ce qu'il contient réellement. Ces canettes en aluminium, broyées, rincées, oubliées, sont des collecteurs thermiques. Elles ne savent pas qu'elles sont censées être des déchets. Peignez-les en noir mat, empilez-les en colonnes, scellez-les derrière du verre. Et elles deviennent le même moteur thermique qu'Horace Bénédicte de Saussure a démontré à la Royal Society en 1767. La physique n'a pas changé. Seulement ce que nous avons choisi de nous souvenir. Un panneau de 4 pieds, 1,2 de peut contenir environ 240 canettes disposées en colonnes de 15. L'air froid entre par le bas, monte à travers l'aluminium chauffé par le soleil et sort par le haut, souvent 15 à 20 degrés, c'est plus chaud qu'au départ. Par une journée d'hiver clair, cela représente plusieurs milliers de BTU de chaleur gratuite, suffisamment pour chauffer significativement une pièce sans rien brûler, sans consommer d'électricité, sans impliquer du tout la compagnie d'électricité. Les matériaux vous en disent long sur à qui appartient cette technologie. Du bois d'œuvre pour le cadre, un panneau de contreplaqué comme support, de la mousse rigide revêtue d'aluminium pour empêcher la chaleur de se propager vers l'arrière à travers votre mur, du polycarbonate ou du verre trempé pour le vitrage, quelque chose de transparent qui emprisonne la chaleur à l'intérieur, du silicone haute température pour les joints, de la peinture noire mate pour barbecue, le type fait pour les poêles à bois, car la peinture en aérosol standard cloque aux températures des collecteurs, et les finitions brillantes reflètent l'énergie que vous essayez de capter. Un petit ventilateur 12V, souvent récupéré sur un vieil ordinateur, alimenté par un minuscule panneau solaire. Le système fonctionne exactement quand vous en avez besoin et s'arrête quand vous n'en avez pas besoin. Pas de thermostat, pas de câblage, pas d'électricien. L'élégance réside dans sa simplicité. Chaque composant sert un but, et rien n'existe simplement pour compliquer ou pour créer une dépendance à des connaissances spécialisées. Vous nettoyez les canettes, percez des trous dans les fonds pour la circulation de l'air, les empilez en colonnes et scellez les joints avec du ciment réfractaire. Vous construisez une boîte peu profonde, isolez l'arrière, percez des trous pour recevoir les colonnes de canettes et créez des chambres de répartition, plénum, en haut et en bas, où l'air se collecte et se distribue. Des plaques déflectrices, de simples tôles avec des trous alignés sur chaque colonne, empêchent l'air de contourner le chemin prévu tandis que les bords ne contribuent à rien. Le flux d'air est critique,
Le vitrage scelle l'avant. Chaque joint est calfeutré car les fuites d'air détruisent l'efficacité plus rapidement que tout autre défaut de construction. L'ensemble se monte sur un mur orienté au sud, connecté à votre intérieur par 2 bouches d'aération circulaire. L'air froid sort en bas, l'air chaud remonte en haut. Des clapets anti-retour empêchent le thermosiphon inverse la nuit lorsque le collecteur refroidit en dessous de la température ambiante et aspirerait autrement la chaleur de votre maison. Ces clapets ne sont rien d'autre que de légers rabats que la gravité maintient fermés jusqu'à ce que l'air chaud montant les pousse à s'ouvrir. La géométrie est indulgente. Une inclinaison de 60 degrés par rapport à l'horizontale capte le plus de soleil hivernal, mais le montage vertical fonctionne presque aussi bien et simplifie tout. Le soleil bas de l'hiver frappe un panneau vertical mural mieux que l'intuition ne le suggère. En été, lorsque vous ne voulez pas de chaleur, ce même soleil haut le touche à peine. Certains constructeurs ajoutent de simples débords pour bloquer complètement le soleil d'été. Quelques dollars de bois transforment un problème potentiel de surchauffe en une non-question. La saisonnalité fonctionne en votre faveur précisément lorsque vous en avez le plus besoin. L'hiver dans l'hémisphère nord apporte des angles solaires aussi bas que 20 degrés à 30 degrés au-dessus de l'horizon à midi. Un collecteur vertical monté à fleur contre un mur orienté au sud capte efficacement cette lumière à angle bas, surpassant souvent les panneaux inclinés conçus pour l'été. Le soleil haut d'été, à 70 degrés ou plus, effleure à peine une surface verticale, réduisant naturellement les gains de chaleur indésirables pendant les mois où vous utilisez la climatisation au lieu des chaudières. Cette autorégulation saisonnière est intégrée à la géométrie elle-même. Personne n'a eu à l'ingénier. Elle a toujours été là. L'inclinaison axiale de la Terre conspire avec une construction simple pour vous donner de la chaleur quand vous en avez besoin et vous ignorer quand vous n'en avez pas besoin. La masse thermique de votre maison prolonge l'avantage. Les sols en béton, les murs en briques, même les meubles lourds absorbent l'air chaud et le libèrent lentement après le coucher du soleil. Une maison bien isolée, avec une bonne masse, pourrait ressentir la collecte solaire de l'après-midi jusque tard dans la soirée. Une construction légère fournit une chaleur immédiate, mais la perd rapidement. Connaître votre maison vous dit à quoi vous attendre. Le climat modifie également l'équation. L'ouest montagneux ensoleillé mais froid voit des performances exceptionnelles. Les ciels clairs fournissent un apport constant, même en dessous de zéro. Le nord-ouest du Pacifique, avec ses nuages persistants, voit des rendements diminuer, bien que la lumière diffuse contribue toujours. Les climats désertiques offrent un soleil intense, mais n'ont souvent pas du tout besoin de chaleur d'appoint. Le point idéal se situe dans les régions avec des hivers froids et un ensoleillement raisonnable. Le Midwest supérieur, le Nord-Est, les États des Rocheuses, certaines parties du Canada, précisément là où les factures de chauffage font le plus mal. Ce sont les endroits où une simple boîte de canettes peintes devient véritablement transformatrice plutôt que simplement intéressante. L'Energy Information Administration rapporte que le ménage américain moyen dépense environ 1 200 $ par an en chauffage. 4 panneaux produisant 4000 unités thermiques britanniques par heure pendant les jours d'hiver ensoleillés compensent 15% de cette demande. La période de récupération pour 50 à 100 $ de matériaux est une seule saison de chauffage. Comparez cela aux installations solaires commerciales avec des périodes de récupération s'étendant sur 10 à 15 ans. Il n'y a pas de carburant à livrer, pas d'électricité à mesurer, pas de facture mensuelle pour une chaleur qui arrive à chaque lever de soleil, que vous la captiez ou non. Le coût d'exploitation est définitivement nul. L'entretien se résume à repeindre tous les 10 ans et à remplacer le vitrage si vous avez choisi l'option la moins chère. Pas de visite de technicien, pas de contrat de service annuel, presque aucune pièce à user. Vous devenez le technicien,
Vous détenez le savoir. La dépendance se dissout. La durabilité à long terme dépend de quelques choix faits pendant la construction. L'aluminium ne rouille pas, ce qui donne aux collecteurs à canettes un avantage sur les conceptions en acier qui finissent par se corroder. Le verre dure éternellement, mais ajoute du poids et se brise s'il est frappé. Les panneaux en polycarbonate à double paroi résistent au choc et isolent mieux, mais jaunissent après 15 à 20 ans d'exposition aux ultraviolets. Le film de serre ne coûte presque rien, mais doit être remplacé tous les 3 à 5 ans. Chaque choix implique des compromis. Les constructeurs sérieux choisissent souvent le polycarbonate et prévoient son remplacement éventuel. Un coût initial modéré pour des décennies de services fiables. Les codes du bâtiment ignorent largement cette technologie, et le silence vous en dit long sur la façon dont les réglementations de construction fonctionnent réellement. Les comités des codes incluent une forte représentation des fabricants de systèmes de CVC et des entrepreneurs agréés. Les systèmes de chauffage approuvés nécessitent une installation professionnelle, des emplois, des revenus récurrents, une assurance responsabilité civile, tout cela bénéficiant aux acteurs établis. Une technologie que les propriétaires construisent eux-mêmes à partir de matériaux recyclés n'a pas de fabricant faisant pression pour son inclusion, pas de motif de profit poussant à la promotion, pas de voie vers l'adoption par le code. Le silence dans le code du bâtiment n'est pas une négligence. Remarquez comment les panneaux solaires électriques connectés au réseau sont éligibles au crédit d'impôt et au programme d'incitation des services publics, tandis que le solaire thermique passif ne reçoit presque rien. Le réseau bénéficie lorsque vous installez des panneaux qui leur renvoient de l'électricité pour qu'ils la revendent à vos voisins. Le réseau ne bénéficie pas lorsque vous arrêtez simplement d'acheter ce qu'ils vendent. Les programmes d'incitation récompensent les technologies qui vous maintiennent connectés. Ils ignorent les technologies qui vous libèrent. Suivez les remises et vous suivrez l'argent qui retourne aux mêmes entreprises qui vous vendent des kilowattheures. Chaque BTU capturé du soleil est un BTU non acheté à une compagnie d'électricité. Le solaire passif menace le modèle de revenus récurrents qui alimente toute l'industrie du chauffage. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. Les technologies qui éliminent les paiements continus n'attirent ni investissement ni lobbying. Elles sont discrètement oubliées, enterrées sous des alternatives approuvées qui maintiennent les compteurs en marche. Mais voici ce qui ne peut être changé. Le Soleil délivre environ 1000 kW par mètre carré et ne demande rien en retour. La physique que Saussure a démontrée en 1767 fonctionne toujours dans votre jardin. L'aluminium de votre bac de recyclage absorbe toujours 95% du rayonnement solaire incident lorsqu'il est peint en noir mat. Le savoir qui a été enterré est maintenant le vôtre. Aucune corporation ne peut le révoquer. Aucun service public ne peut le mesurer. Aucun lobbyiste ne peut vous le faire désapprendre. À Yazd, les glacières persanes tiennent toujours après 2400 ans. Le principe de la boîte chaude de Saussure chauffe toujours les serres à travers la Scandinavie. Vos arrière-grands-parents savaient que cela fonctionnait. La seule chose qui a changé est qui profite de votre oubli. Les plans existent en ligne, affinés par des milliers de constructeurs au fil des décennies. Les forums sont pleins de gens qui ont fait cela et mesuré les résultats. La science est établie. Les matériaux sont gratuits. Les compétences requises sont celles que toute personne patiente peut acquérir en un après-midi. Ces canettes attendent. Le soleil d'hiver est gratuit. La question n'a jamais été de savoir si cela fonctionne. La question est ce que vous choisissez de faire maintenant que vous savez. Si cette histoire change la façon dont vous regardez les déchets dans votre bac de recyclage, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous exhumerons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt découvert.